Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Palace. On est très heureux de vous accueillir ce matin pour cette rencontre avec la dame qui osa le cinéma belge, Jacqueline Pierreux. D'habitude, je monte sur scène, je dis quelques mots et puis on invite l'invité à monter sur scène, mais Jacqueline ayant toujours été un peu en avance, vous voyez qu'elle est déjà assise et prête à en découdre. Alors, on est heureux d'organiser cette rencontre avec le Centre du cinéma. Avant de donner la parole à sa directrice Jeanne Brunfaux, je dois faire quelques remerciements et aussi vous donner quelques informations. D'abord, remercier Claire Dié, donc l'autrice, la co-autrice du livre, qui a eu la bonne idée de venir nous solliciter pour organiser cette journée. Merci Claire. Remercier Louis d'Anvers, qui, quand on lui a demandé de modérer cette journée, il a dit tout de suite oui. Merci, Louis. Remercier évidemment Jacqueline d'être présente. Merci, Jacqueline. Et alors, je vais faire un truc que je ne fais pas souvent, je le fais rarement, parce que sinon je devrais le faire tout le temps, c'est remercier mes collègues du Palace, Nicolas, Charlotte, Odile, Lisiane, Yannick et Cyril. J'oublie sûrement quelqu'un, mais ceux que j'ai remerciés sont dans la salle, donc c'est le principal. Merci à eux. Niveau d'information maintenant, donc on a cette rencontre maintenant. À la fin de la séance, on va faire une séance de dédicace du bouquin. Donc vous pouvez, si vous l'avez, le faire signer par l'autrice et Jacqueline. Si vous ne l'avez pas et vous voulez l'acheter, vous pourrez l'acheter aussi grâce à notre partenariat avec notre voisin Bruxelles, avec qui nous collaborons régulièrement. Merci à eux également. Ce soir, on montre un film aussi, on montre Home Sweet Home, un film qui est très cher au cœur de Jacqueline. C'était important aussi de pouvoir vous montrer une des productions qu'elle a commises. Et donc, on espère vous voir nombreux également ce soir à 19h pour cette projection. Jacqueline sera aussi présente. Je m'arrête là et je passe la parole à Jeanne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom du Centre du cinéma, je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Quand on a appris qu'un livre était en préparation sur la vie, la carrière de Jacqueline, on a tout de suite dit « Ouh là là, ça va dégommer et ça va nous intéresser ». Et de fait, on est ravis d'être là aujourd'hui pour pouvoir parcourir avec vous sa carrière. C'était une évidence pour le Centre du cinéma qu'il fallait rendre hommage à Jacqueline, à sa carrière. Elle a traversé l'histoire du cinéma belge. D'une manière, comme vous le verrez, elle se qualifie elle-même d'une certaine manière, vous allez le voir dans le petit clip qui suit, et je pense qu'il faut vraiment avoir ce caractère-là pour arriver à faire tout ce qu'elle a fait dans sa carrière. Et c'était important pour nous de mettre en valeur une femme qui a eu une telle importance dans l'histoire du cinéma belge, parce qu'elle a été pionnière, parce qu'elle a osé des choses que d'autres n'osaient pas, parce que c'est une femme aussi et que c'est un sacré parcours pour un modèle en fait pour certains. Et donc je pense que c'était vraiment nécessaire de faire un petit arrêt sur image avec Jacqueline et de voir tout ce qu'elle a pu apporter dans l'histoire du cinéma belge. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir son retour sur l'évolution du secteur. Voilà, comment les systèmes d'aide ont évolué, comment la RTBF a évolué, comment tout l'écosystème économique qui entoure le cinéma belge a évolué. Et donc j'imagine qu'elle va pouvoir nous donner son point de vue sur la question et je suis très curieuse d'entendre ça. Je la remercie 1000 fois d'être avec nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'acheter son livre et de le lire parce qu'il y a énormément d'histoires, d'anecdotes et de gens que vous connaissez dont on se dit « Ah oui, c'est comme ça qu'il a commencé. Ah, mais c'est elle qui les a mis en contact. D'accord. » Donc c'est vraiment très gai à lire et je vous encourage à le faire et je vous souhaite une excellente rencontre. Donc on va voir un petit
clip qui condense de manière très, 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 très sommaire le parcours de Jacqueline. Et puis après, Louis, ce sera à vous. Je suis teigneuse. Bon, ça, je reconnais que je suis teigneuse. Et quand quelque chose me botte et que j'ai envie de le faire et que je sens qu'il est bon, je me lance. J'ai aussi, dès le départ, créé le cinéma belge. J'avais beaucoup d'orgueil aussi, je reconnais. Et ça a été mon point de départ. Créer le cinéma belge, ça a été quelque chose de très important. Je ne sais pas, certainement, certaines et certains d'entre vous se souviennent d'une chanson, un tube d'Alain Bachung qui s'appelait « Osez Joséphine ». Ben, il ne faut même pas rajouter une syllabe ni une rime pour faire « Oser Jacqueline ». La dame qui osa le cinéma belge. Voilà, Jacqueline nous réunit ce midi. Et ce bouquin, formidable bouquin, nous réunit aussi. Un bouquin qui est dû à Claire et Micheline Hardy, qui malheureusement nous a quittés bien trop tôt. Alors ma première question, elle s'adresse à toutes les deux, l'une après l'autre. Claire, comment est né ce projet de consacrer un bouquin à Jacqueline et à son travail? Comment avez-vous été accueillie par la principale intéressée? Et Jacqueline, quel a été votre sentiment au moment où vous savez qu'un livre va être fait? Et comment avez-vous vécu cette expérience de revenir, de rassembler, de revenir sur certains souvenirs marquants de votre carrière? Bon, Jacqueline a lancé la patate chaude à Micheline, en fait. Donc, elle se voyait régulièrement dans des festivals qu'elle fréquentait. Et Micheline Hardy, très excellente comédienne et devenue scénariste aussi, avait dit, en entendant Jacqueline parler, mais bon, Jacqueline, il faut quand même laisser une trace de tout ça. Vous avez tellement de choses à raconter, il ne faut pas que ces choses disparaissent avec vous. Ce serait trop bête, vous faites partie de l'histoire. Et Jacqueline, qui aime les défis, lui a dit, Micheline, vas-y, fais-le. Et donc, elle l'a provoqué, et Micheline a répondu à cette provocation. Et puis, voilà, on a commencé ce chemin ensemble. Et voilà, on s'est beaucoup posé la question aussi, qui, quoi, comment, une productrice, comment en parler, mais on y reviendra peut-être. Et l'idée, c'était, voilà, on s'est dit, voilà, on va dérouler cette vie, cette histoire, comme un film. Et on va donc bien veiller à situer Jacqueline dans son époque. On va veiller à situer Jacqueline dans toute l'évolution de ces techniques aussi, qui ont accompagné non seulement le cinéma, mais la vie quotidienne. Et bien veiller à situer Jacqueline aussi dans son époque, avec voilà, des inserts. Et c'est comme ça qu'est née cette histoire. Qu'est-ce que je dois répondre, moi? Je ne sais plus. Votre vécu de cette expérience de nourrir le livre. Régulièrement chez moi. Et comme j'avais quand même gardé toutes mes... Comme j'avais gardé quand même tous mes archives, qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, ça va mieux comme ça. J'ai pu revoir des tas de trucs, puis petit à petit, tout est revenu de tout ce que j'ai fait, les difficultés, les bonheurs, enfin bref, voilà. Et on se voyait régulièrement. Et moi, je n'ai jamais cru qu'on arriverait au bouquin. Et puis tout à coup, un jour, elle me dit, si, on a trouvé un éditeur. Ah bon, eh ben voilà, on y est. Et je vous dis aussi que c'est très agréablement écrit. Ça ajoute, parce que j'ai été surprise moi-même que je me sentais plus riche en lisant son bouquin que moi-même, quoi.
Je vais me permettre de vous ramener bien en arrière. Ouais, on dira naissance d'une passion. Comment avez-vous été touché, dans un premier temps, par le cinéma au point de désirer vouloir s'y inscrire et y travailler? Et deux, à quel moment et comment c'est devenu une possibilité de réellement faire quelque chose dans le cinéma? Bon, ben, tout ça, c'est loin, hein. Ça date dans les années 60. Hein. J'étais une petite secrétaire et j'allais beaucoup au cinéma. J'adorais surtout les comédies musicales et les westerns. Ça, les westerns, là, je suis incollable. Hein. Et après ça, tout à coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne t'inscris pas à l'école de cinéma qui vient de se créer, l'INSAS ? Je crois que tu te plairais là. » Et je suis rentrée à l'INSAS et j'ai eu une chance folle. Il n'y a pas d'examen. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas la différence entre Lumière et Méliès. Après, ça a été quand même un petit peu mieux avec mes soirées à Cinémathèque où j'ai appris beaucoup de choses et dans le Sadoul, voilà. Et c'est comme ça que je me suis inscrite. J'ai réussi. Je voulais être technicienne. D'ailleurs, mon premier stage a été directrice de production, stagiaire, mais il n'y avait personne d'autre, sur le Delvaux, L'homme au crâne rasé. Mais je veux dire que je ne m'attendais pas du tout à devenir productrice, mais comme il n'y avait rien, personne ne soutenait les gens sortant, j'étais furieuse. On était des techniciens formés et bien préparés, et il n'y avait pas de production, il n'y avait rien du tout. Et c'est comme ça que je suis devenue, et c'est grâce à Benoît, avec son premier court-métrage, j'ai oublié une titre d'ailleurs, son premier court-métrage. Marguerite Circus, voilà, c'est ça. Et donc j'ai commencé avec Benoît, et ce soir, vous allez voir son plus beau succès, d'ailleurs. Il y a beaucoup de premières fois hein, dans oui, cette trajectoire. Oui. Première promotion de l'INSAS, c'est déjà pas mal. Jusqu'à, dans les années 90, les premiers grands succès festivaliers du cinéma belge francophone, avec Frédéric Fontaine à Venise, avec les Dardennes, avec La Promesse à Cannes. Et entre-temps, plein d'autres premières. Des premières en termes de succès internationaux, avec notamment Home Sweet Home, La Fête à Jules en France, qui a marché du tonnerre. Un film aussi qui a ramassé plein de récompenses. Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui se sont produites pour la reconnaissance et le financement du cinéma belge. La création du département cinéma à la RTB, c'est quand même pas rien. Il y a une suite de choses qui étaient toujours des premières. Et donc je voulais savoir si... Il y a plein de gens qui reculeraient sur le fait que ben voilà, ça manque. Ça a plutôt l'air de vous avoir stimulé. Mais je crois que j'adore les premières. Et je crois qu'une fois que c'est bien mis en route, ça m'intéresse un peu moins. Je crois, si je peux analyser ça, parce que j'ai toujours aimé les défis et les premiers jets. Comme tu dis, quand j'ai produit Home Sweet Home, qu'on va voir ce soir, aucune aide que la communauté française, avec Imbert qui heureusement m'a soutenue. C'est tout ce que j'avais, rien d'autre. La RTB n'en a pas voulu. Et la RTB, c'est pour ça que lorsque j'étais à la RTBF, je me suis dit, là, le cinéma belge doit quand même faire un petit peu comme la France, avec France 3 et TF1 et autres. Il faut absolument aider le cinéma, et c'est comme ça que les choses se sont mises en place, le développement, etc. Comme je dis, ce ne sont pas les films que j'ai produits qui sont les plus importants. Pour moi, ce qui a été plus important, c'est toutes les années que j'ai passées à la RTB à créer les différents... enfin bref. Oui, la structure, les mécanismes d'aide qui allaient permettre au cinéma. Ça a été pour moi le plus important et qui sont toujours en place. Et maintenant, la communauté, plutôt la fédération qu'on appelle, a repris le relais et avec quel bonheur. Mais elle a toujours été présente, hein, la communauté française,
qu'on appelle fédération. Excusez-moi, je suis encore une vieille école, moi, puisque j'ai commencé vraiment en production en 1970. Donc, pour vous dire que c'est pas hier. Hein. Peut-être un petit mot sur cette idée aussi de première et de vouloir créer une industrie du cinéma belge. Parce que bon, là, on parle de réalisateurs, mais d'emblée, vous aviez une vision quand même assez globale, parce que au moment où vous avez commencé à produire des films, et ça m'a beaucoup étonnée, vous privilégiez des entreprises belges. Par exemple, tout le monde travaillait avec les studios parisiens d'Assonville. Vous dites non, on va faire Kodak. Vous, délibérément, même si elles étaient encore inexpérimentées en Belgique, vous privilégiez Mutter-Titra, vous vouliez les studios de l'équipe, que les studios de l'équipe se professionnalisent. Vous vouliez, Bulteret, c'était une entreprise de chantier, ils se disent non, mais on va les appeler, ils vont éclairer les plateaux de cinéma. Il y avait vraiment ce souci de créer aussi de professionnaliser la gamme de métiers qui tournait autour du cinéma. Oui, j'étais jalouse de la France qui aidait tellement bien son cinéma, et j'étais jalouse parce que chez nous, il n'y avait rien du tout, on n'aidait pas du tout. Je me suis disputée avec plusieurs ministres, je m'en souviens encore, parce que lorsque j'étais technicienne, parce que j'ai été technicienne pendant quelques années, et là, je me suis disputée avec des ministres dans les colloques et autres, parce qu'ils ne faisaient rien du tout. Et puis, tout ça s'est un petit peu dégagé. Imberg a été pour beaucoup aussi dans cette évolution. Ce métier de productrice, c'est très particulier. En fait, c'est un métier où, du début à la fin, on suit totalement un projet. Et je crois que vous insistez là-dessus aussi. C'est pas seulement une suite d'étapes, c'est toutes les étapes en même temps. Alors, je voulais savoir ce qui avait fait que vous vous êtes attaché à ce processus et que vous en avez éprouvé du plaisir, malgré toutes les contraintes qu'on abordera aussi. Ben, je dirais que être productrice, c'est un petit peu un travail de l'ombre, mais un producteur n'arrête jamais. Ou bien il recherche un nouveau projet, donc il lit beaucoup, ou bien il développe, et parfois ça va à la poubelle parce que ça n'évolue pas, mais parfois ça éclore, puis on fait les préparations, le tournage, donc il y a toujours en même temps un film. Et alors l'apothéose, c'est la sortie, le succès, le festival et tout ça. Mais il y a tout le temps quelque chose, ce qui veut dire qu'on n'est jamais pris au dépourvu, au contraire, on n'arrête jamais. Voilà. Il y a des contraintes qui se posent. Vous évoquiez l'autre jour, on avait une conversation, le fait simplement que souvent on utilisait des comédiens qui étaient des comédiens de théâtre. Et qu'il fallait donc tenir compte de leurs engagements. Ça a été le plus dur. Je me souviens c'était La Cage aux ours avec Pascal, qui jouait tous les soirs. Il fallait le libérer à une telle heure, etc. Et puis un autre film, je ne me souviens plus quel comédien, on était en Ardennes, et il devait prendre son train pour aller jouer le soir. Et je n'avais pas réfléchi que le samedi, ce train-là ne roulait pas. Il est arrivé en une vitesse pour vite essouffler. Et moi, j'ai pris ma petite Volkswagen à l'époque et j'ai foncé. Je ne pourrais plus faire ça maintenant, je serais arrêté sur la route. J'ai foncé jusqu'à Bruxelles et est arrivé à temps pour sortir, pour être sur la scène. Oui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à l'époque, on ne s'imagine peut-être pas, mais les acteurs, les comédiens n'étaient absolument pas formés pour le cinéma. Pas formés du tout. Donc, dans les premiers films, et les réalisateurs eux-mêmes n'étaient pas spécialement... Ils avaient tellement de choses à apprendre, et cette école était nouvelle, l'INSAS, comme l'IAD par ailleurs, le RITS, qu'ils n'étaient pas non plus formés à être des directeurs d'acteurs. Donc on se retrouvait au tout début avec des acteurs qui projetaient comme s'ils étaient dans une salle de théâtre, et ça a aussi été tout un chemin par rapport au jeu, au cinéma. Et aujourd'hui, évidemment, on est loin de tout ça, on ne s'imagine pas. Il y a une autre contrainte qu'on doit aborder, c'est la contrainte des contraintes. Je vais vous citer dans cette conversation aussi. Il y a quand même eu trop de temps perdu à chercher des sous. Ah oui.
ça a été terrible. Chercher des sous, alors que j'aimais bien m'occuper des projets, lire, soutenir, etc. Il fallait en plus chercher des sous. Et ça a été d'autant plus que personne n'était connu, donc on n'intéressait personne en France. J'ai même osé, pour ras-le-bol, à l'époque aller voir Montand, Yves Montand. Il m'a reçu très gentiment, mais il m'a dit qu'il était très occupé. Alors, voilà. Oui, puis chercher des sous, pas seulement en Belgique, à l'étranger aussi. Oui, l'œil sur l'international, c'est quelque chose qui marque aussi votre démarche, et très tôt. D'aller chercher à l'international. Ah, oui. Non seulement ça, je vais enchaîner sur une autre chose qui me frappe dans votre démarche, c'est que non seulement vous allez à l'international pour trouver du financement, mais aussi en pensant diffusion. Et quand vous produisez un film, ça a l'air élémentaire, mais ça ne l'a pas toujours été pour tout le monde, vous avez l'intention de s'arranger pour que ce film soit vu. Oui. Donc ça, c'est déjà une chose. Et je pense même au-delà que l'idée que chaque film doit avoir son public, va vers un public, est quelque chose qui vous tient fort à cœur. Oui, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que j'aime bien les films sociaux, surtout. Moi, mes dieux, c'est Frank Capra. Ça, c'est ma référence de base. Et pour ça, les Frères Dardenne, j'adore leur cinéma parce que à la fois c'est social et à la fois la fin est toujours quand même assez positive. Ça a été mon dada. Et un ovni dans ma production, ça a été le film de Gérard Corbiot, Le Maître de musique. Et là, tout à coup, je me suis dit, j'aime pas l'opéra. Et il faut que j'amène les gens à aimer l'opéra. Donc, j'ai foncé un peu avec cette idée en tête. Et ça a été un grand succès, alors qu'au départ, personne n'en voulait. Hein, mais comme d'habitude, on n'en voulait jamais des films que je produisais. Mais à l'époque, vous aviez aussi cette idée en tête, parce que vous ne veniez pas du tout d'un milieu ni artistique ni cinématographique. Vous aviez aussi cette idée en tête, voilà, le théâtre, c'est dans votre tête. C'est pour l'élite, l'opéra, c'est pour l'élite, peut-être les concerts, c'est pour l'élite, mais le cinéma, c'est pour le peuple. Et par le cinéma, on peut amener tout un chacun à apprécier les autres arts aussi. Oui. Donc, il y avait C'était ça surtout, oui. C'était le véhicule le plus populaire que je connaisse. Et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit au début, j'aimais bien les comédies musicales et les westerns. J'étais vraiment un public de départ pour le cinéma, quoi. Ce qui ne vous a pas empêché d'être très, très, très exigeante sur les scénarios. Mais pas assez. Pas assez. Pas assez. Parce que ça a été mon drame. On tournait toujours trop vite. Les scénarios n'étaient pas aboutis. On tournait vraiment toujours trop vite. Tout ça parce qu'on avait des délais. Si on avait une aide de la communauté, il fallait tourner avant les 2 ans. Et parfois, il faut plus de temps pour le mettre en route. Je me souviens que Toto le héros, il a fallu, je me souviens, presque 10 ans pour que puisse tourner ce film-là. Et ça a été extraordinaire, mais c'est très, très compliqué avec les scénarios. C'est pour ça que j'ai créé l'aide au développement, pour que ça puisse être mieux travaillé au niveau des scénarios. Parce que c'est vraiment la base de tout film, il faut que ça colle bien. Et ça a été aussi un moment important pour moi. Une bonne productrice ne travaille pas que sur des projets, elle travaille avec des gens. Donc c'est quelque chose cet élément-là est un élément, je pense, primordial. Et je voulais savoir, dans votre carrière de film en film, est-ce qu'il y a des personnalités particulières avec lesquelles vous êtes le mieux accordé, qui ont réellement marqué aussi humainement la trajectoire ? Ça, je ne pourrais pas dire. Peut-être Benoît, oui. Avec Benoît, j'ai quand même fait beaucoup de films. Je ne pourrais
pas dire que plus d'attachement, c'était surtout les sujets et les films et l'évolution du cinéma, plus que l'attachement. D'ailleurs, une productrice n'est pas très attachée, n'est pas très aimée dans une production. C'est surtout le réalisateur, et tant mieux. Je veux dire, c'est lui quand même qui est le maître, le maître final du film. Non, je ne pourrais pas dire que j'ai plus d'attachement pour l'un que pour l'autre. Tu veux me faire dire quelqu'un, mais je ne dirai pas. Non, mais Benoît, c'était sûr. À un moment donné, on va bientôt ouvrir la boîte aux questions pour vous. Il y aura un micro qui va circuler. Il y a cette... voilà, j'ai oublié ma question. Du coup, je n'aurais pas pu faire d'insert. C'est quoi que je voulais parler ? Je ne sais plus. Ça n'est pas bien grave. Il y a, comment dirais-je, une logique. Oui, effectivement. On entend tout, là. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Oui, je plaide coupable. Il y a comment dirais-je, à un moment donné, et je pense que vous devez avoir une réaction par rapport à ça, il y a eu des rapports pas forcément formidables entre réalisateurs et producteurs et productrices, à un moment où le cinéma belge révélait des auteurs, et une partie non négligeable d'entre eux ont décidé d'être leurs propres producteurs, à la fois par moment pour le meilleur et à la fois par moment pour le pire, parce que certains ont vu leur carrière s'étioler parce que justement ils n'avaient pas cet appui, cette épaule importante. Quel a été votre sentiment par rapport à ça ? Parce que ça faisait débat. Mais le problème, c'est que aucun réalisateur que j'ai connu aimait vraiment les producteurs. Ça, je reconnais. Ils ont l'air de ne pas maîtriser leur œuvre et qu'il y a quelqu'un qui va être au-dessus, qui va donner des ordres. Ce que je refusais. Et pourtant, j'ai été reconnue comme soi-disant interventionniste, ce qui est peut-être vrai, mais c'était jamais pour m'imposer moi, c'est pour imposer le réalisateur et qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il voulait écrire et dire et dévoiler. Non, je ne sais plus la question. C'était sur le fait qu'à un moment donné, beaucoup de réalisateurs choisissaient d'être leurs propres producteurs. Mais parce que de toute façon, les producteurs n'étaient pas non plus aguerris en Belgique. Donc, il n'y avait pas de producteurs. Maintenant, il y a quelques bons producteurs, Artemis, Broncard et d'autres producteurs. Le cinéma belge, pour le moment, il est vachement florissant. Et c'est un grand plaisir de le savoir qu'à l'étranger, je crois qu'on est un des pays qui a le plus de prix dans les festivals. Et ça, pour moi, c'est mon plus grand plaisir actuellement de savoir ça. Donc, j'ai réussi un petit peu ce que je voulais faire. Voilà. Peut-être encore un petit mot avant de passer la parole à la salle. Dans cette, il y a eu toute cette riche période de productrices indépendantes où vous avez commencé à produire des courts-métrages de vos pairs, de l'INSAS, qui n'avaient absolument aucun débouché, et vous avez milité pour ça avec eux. Et puis vous avez produit 12 premiers longs-métrages belges. Vous avez pris ce risque, personne ne les connaissait. Fort de cette expérience, on vous a proposé de rentrer à la RTB. À la RTB, vous avez, au fil des ans, vous êtes parvenu à mettre en place un système qui a quand même été aussi très pionnier, la première intervention, la première aide de la télévision au secteur du cinéma. Vous ne l'avez pas fait seul, vous avez parlé d'Henri Imberg, Christiane Dano, Henri Rohan. Donc, mais c'était quand même, là c'était vraiment une période, c'était un gros basculement, c'était une grosse charnière, cette télévision qui s'investissait dans le cinéma. Vous pouvez un peu expliquer juste brièvement ce mécanisme ? Mais ça s'appelait les accords cadres. C'est une petite chance il y avait une restructuration et vous cherchez des directeurs de production qui s'appelaient, je ne sais plus quel nom, parce que directeur à la RTBF, il n'y en a qu'un. Et j'ai été contactée et j'étais un petit peu fatiguée. J'avais vécu quand même les occupations de locaux, les tas de trucs
fort désagréable des ministères, je reconnais. Et du coup, c'est devenu évident. En plus, comme je disais au début, j'aime bien créer. Et là, il semblait que j'avais fait le tour avec les films que je produisais. Donc, j'ai accepté tout de suite d'être délégué de production. Ah, voilà, ça s'appelait délégué de production, voilà. Et petit à petit, évidemment, mon caractère m'a amené à créer différentes choses, d'autant plus que j'ai été aidée, comme elle vient de le dire, par la communauté et par Christiane Dano et Henri Himberg. Et du coup j'ai basculé et je voulais copier ce que faisait la France avec François et TF1 et autres, aider le cinéma belge. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors il fallait faire l'aide au développement, aide à ceci, aide à cela, et des écritures. J'ai même créé un séminaire d'écriture. Voilà. C'était toujours la création de différentes choses et qui sont toujours en place maintenant. Et j'en suis ravie parce que ça marche très bien. Voilà, et à ce moment-là, vous avez aussi créé des avant-premières, vous avez créé des spots, une promotion des films au sein de la télévision. Hein, il fallait préparer, il fallait que ça soit connu aussi du public. Les gens qui regardent la télévision devaient être au courant qu'il y avait des films belges qui sortaient en salle. Et ce mécanisme de la télévision qui mettait pour la première fois de l'argent dans le cinéma, donc en collaboration avec à l'époque la communauté française, c'était la commission du film met 1 franc à l'époque, hein, la télévision doit mettre 1 franc. Et donc vous aviez, c'est ça s'appelait les accords cadres qui ont vraiment boosté, lancé l'aide au cinéma. C'était tout à fait novateur. Bien, un micro. Heureusement qu'elle sait ce qu'elle a écrit. Hein. Grâce à vous. Un micro va circuler parmi vous et voilà, la foire aux bonnes questions peut commencer. Je ne sais qui veut. Voilà. Bonjour, merci de votre intervention. Globalement, comment avez-vous vécu l'évolution du cinéma au nord du pays? Est-ce qu'il y a eu des interactions, des collaborations? Comment avez-vous vécu l'évolution du cinéma au nord du pays? Est-ce qu'il y a eu des interactions avec vous? Non, au début, ça a été très, très difficile. Et d'ailleurs, le premier film que j'ai produit, le premier film flamand, c'est... non, je ne sais pas encore. Verloren Paradijs. Non, c'est pas celui-là. Verbrand de Brugge, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai 90 ans. Hein, et oh. Verbrand de Brugge, ça a été mon premier film et j'étais honnie par le cinéma flamand parce que c'est un film noir et eux, ils voulaient toujours des films beaucoup plus valorisants pour la communauté. Et je crois que c'est Drouot quand même qui a apporté un sens un peu nouveau au cinéma flamand. Et depuis qu'il est, lui, responsable, mais donc il a fallu... Je crois que j'avais déjà quitté la RTB quand le cinéma flamand a commencé à éclore. Et maintenant, ils sont très forts aussi, et j'en suis ravie. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce film, Verbrand de Brugge, de Guido Hendrix, était le premier qui mettait en avant une espèce d'esthétique du quotidien et qui n'avait pas peur non plus de la laideur du quotidien, alors que le cinéma flamand était jusque-là en train de valoriser le patrimoine littéraire, les grands films historiques, à costume, etc. Donc c'était vraiment le premier film qui avait ce rapport au réel et au quotidien. Et ils n'ont pas apprécié du tout. Voilà. Bonjour. Voilà, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes passée de secrétaire à productrice, alors que j'imaginais que les producteurs étaient richissimes, comme Weinstein ou des gens comme ça. Et comment vous êtes arrivé à motiver des banques ou des mécènes à vous soutenir, à produire? Je trouve ça miraculeux. Et c'est ça qui m'impressionne, en fait.
comment j'ai pu financer mes films. Voilà, ça. et mobiliser aussi les banques, des mécènes éventuellement. Ah oui, mais ma banque, il ne faut jamais faire ça. Et j'ai fait hypothéquer mon petit appartement, ça j'ai fait, oui. Il ne faut jamais le faire, il ne faut pas le faire. Hein. Mais non, je dois reconnaître que c'est grâce au court-métrage que j'ai pu survivre. Alors, j'explique. Le système des courts-métrages, je ne sais plus comment il est maintenant, mais ils étaient toujours accolés à des longs-métrages. Et le résultat des longs-métrages retombait sur le court, et tous mes cours étaient payés. Donc, à la fin de l'année, je m'asseyais devant mon bureau et je faisais le point et je mettais beaucoup de frais sur mes courts-métrages. Comme ça, je comblais les trous des longs-métrages. Et ça, j'ai eu la chance d'avoir John Delville qui a beaucoup aimé Home Sweet Home, justement, ce que j'ai bien connu à ce moment-là, et qui m'a beaucoup aidé et qui a aidé beaucoup de cinéma, beaucoup de réalisateurs et producteurs après, en mettant leurs longs-métrages, leurs courts-métrages avec des Walt Disney. Et là, c'est comme ça que j'ai sauvé ma société grâce aux courts-métrages. Voilà, donc Alimentaire, quoi. John Delville, d'Élan Film. Oui. Et donc qui diffusait, qui avait la diffusion de grands films hollywoodiens, de tous les Disney. C'est ça. Et donc les courts-métrages des premiers réalisateurs belges passaient avant tous ces films de très grande audience. Et c'est ce qui vous a permis. C'était très finot de votre part. Il fallait trouver une solution et j'ai eu la chance d'avoir John qui m'a beaucoup aidé de ce côté-là, quoi. Si je n'avais pas eu John, effectivement, j'aurais pu arrêter beaucoup plus tôt le cinéma belge. Ça, je suis d'accord. Voilà, et les retours financiers étaient calculés en fonction de l'audience du film. C'était ça, c'est ça qui vous avait permis, oui. En fait. Oui, c'est ça. J'ai répondu à la question ? Oui, parce qu'il faut savoir, je ne sais pas d'où c'est venu, qui en a décidé, mais il fallait un court-métrage avant chaque long-métrage. C'était un système obligatoire. Oui. Et on est passé à ce moment-là. Hein. Moi, j'avais une petite question. J'aurais voulu connaître ton avis. Donc, tu te réjouis du bon état du cinéma belge actuel. Alors, moi aussi, évidemment. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore réussi à faire qu'on devrait arriver à faire ? Parce qu'on a un système, on a un tax shelter qui fonctionne, on a un centre du cinéma qui donne des aides culturelles, on a des fonds économiques qui donnent des aides économiques. On a mis en place, tout est là. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'on doit encore faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait ? Qu'est-ce qu'on doit améliorer ? De ta longue expérience, qu'est-ce que tu conseillerais ? Tu as 1 minute, top chrono. Je crois que la fédération a fait énormément et pour le cinéma belge. Je crois qu'ils sont partout là maintenant. Je ne vois pas ce que la fédération pourrait encore apporter de plus. Parce que maintenant, il y a des producteurs maintenant, ce qu'il n'y avait pas de ma période. Et de bons producteurs et qui travaillent avec la France. Parce que ça, c'est très important. C'est quand même le pays francophone par excellence pour sortir ces films. Et ils sont tous bien introduits. Je ne vois pas quelle aide on pourrait encore apporter. En plus, il faut reconnaître que maintenant, j'ai quitté la profession depuis longtemps. Je serais peut-être plus incapable de produire convenablement un film. Je n'en sais rien. Mais à l'époque, j'étais performante, mais maintenant, je crois que je ne serai plus du tout. Donc, voilà. Je ne vois pas ce que la fédération pourrait apporter de plus pour le moment. Elle apporte bien, parce que je reçois tous les rapports et j'en suis ravie de les recevoir. Et je lis bien tout ce qu'on apporte à différents échelons. Non, c'est bien pour le moment, voilà. Jacqueline, j'aimerais avoir votre sentiment face à l'importance de plus en plus grande que prennent les plateformes, style Netflix et autres, parce que ça a créé des discussions en festival aussi. Peut-on prendre ces films, peut-on les primer ? Ça devient une réalité. Et en Belgique, on a annoncé hier ou avant-hier
l'entrée d'une plateforme Mubi dans Cinéart, qui est quand même le distributeur avec la tradition cinéma d'auteur et cinéphile la plus importante sur la place. Alors je voulais avoir votre sentiment par rapport à ça. S'agit-il d'une évolution inéluctable et qu'est-ce qu'elle peut apporter ou enlever? Les plateformes de téléchargement en ligne, de visionnement en ligne. Je te dis, je crois que je ne suis plus dans le coup. Il ne faut pas l'oublier quand même. J'ai 90 ans et qu'il y a quand même quelques temps maintenant que j'ai quitté le cinéma belge, que je suis toujours avec grand plaisir. Mais je crois que je ne pourrais plus être une bonne productrice maintenant. C'est l'évolution des choses. Et pourtant, je crois que j'étais une bonne productrice dans le temps, mieux qu'oratrice en tout cas. Nous vous rendons la parole. Moi, j'avais une question, enfin plutôt un commentaire. Je trouve que Jacqueline, moi, je l'ai rencontrée la première fois. Elle avait terminé sa carrière à la RTBF, mais je la voyais chaque année au Festival de Cannes. Et en lisant le livre, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'à la fois, il y avait cette volonté de créer un cinéma belge, avec des talents belges, une industrie belge, mais tu as toujours été tourné aussi vers l'international, tu l'as dit tout à l'heure, Louis, mais tu allais dans les festivals, oui. Donc tu avais quand même des standards de qualité que tu voulais atteindre. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important, de pouvoir, qu'on soit producteur ou qu'on soit auteur, réalisateur, de pouvoir se frotter aussi, de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et d'avoir ce niveau de standard de qualité. Ça, tu as eu ça dès le départ, en fait. Puisque dans le bouquin, on voit que tu vas au festival de Moscou, tu vas au festival de Montréal, tu es présente dans le cinéma mondial. Oui, j'ai fait tout. Je crois que j'ai fait tous les festivals, tous. Parfois, rien que 3 jours, mais celui où j'ai fait le plus, j'ai fait 40 festivals de Cannes. Là, c'était mon plaisir pour moi. Mais le festival de Cannes, c'était très important. Et là, on a présenté un de mes films en compétition qui n'était pas tout à fait abouti. Et surtout, au niveau du scénario, je répète, le scénario, ça c'est un point qu'on doit encore soutenir un peu plus, puisqu'on disait où on peut aider, c'est le scénario. Soyez sévères avec les scénarios. Ça m'a manqué énormément quand j'étais productrice. Il y avait cette ambition aussi. Il y avait cette ambition que le cinéma belge se fabrique non seulement en Belgique, mais soit reconnu à l'étranger d'emblée. Exact. Puisque le premier court-métrage, La cage aux ours, le premier, c'est quand même retrouvé directement à Cannes. Bon, pas dans la bonne catégorie, certes, c'était une première expérience, donc du coup, voilà, il fallait apprendre le métier. Mais quelques années plus tard, vous vous êtes quand même retrouvé aussi à Hollywood avec le maître de musique. Ça a été une belle expérience parce que personne n'y croyait dans le maître de musique. Si vous lisez le bouquin, vous allez voir le chapitre le maître de musique. En lui-même, c'est un petit bouquin. Oh, c'était quelque chose. Personne n'y croyait. Et alors, tout à coup, on a été nominé aux Oscars. Ça a été... pour le meilleur film en langue étrangère. Oui. Donc, mais le maître de musique de Gérard Corbu. Mais on y était quand même. C'était une belle expérience, en tout cas. Le plus beau succès que je trouve dans mes festivals que j'ai fait, c'était celui de Moscou. C'était celui de Moscou avec Om Sittum. Alors, je vous explique. Om Sittum, c'est un film où on rit beaucoup. Donc, il y avait dans la salle des francophones qui riaient. Ensuite, il y avait la traduction russe qui riait ensuite. Ensuite, il y avait ceux qui traduisaient le russe dans les autres langues. Donc, on riait. Ça fait que le film, il y avait tout le temps du rire, que tout au long du film. Ça a été une expérience très, très drôle. Au Festival de Moscou, où on a eu le prix du public. Premier prix.
Et Benoît était très fier avec il a reçu le prix de Lollobrigida. À cette époque-là, pour nous, Lollobrigida, c'était quand même quelqu'un d'important. Oui, voilà. Mais je ne vais pas poser une question parce que Jacqueline, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec elle pendant de nombreuses années et je lui dois une très grosse partie de ma carrière, en tout cas tout ce qui est cinéma à la RTBF. Et quand j'ai démarré chez Jacqueline, en fait, au niveau cinéma et au niveau production, je connaissais très peu de choses. Et ce qui m'a vraiment, au début, assez émerveillée, c'est qu'elle calculait plus vite que son ombre. Et quand il fallait faire rentrer un budget dans un financement, elle était hyper forte. Et je me souviens, au début, elle faisait ses budgets sur une petite machine à calculer avec un petit rouleau qui sortait les montants financiers. Et alors, elle tapait, oui, non, là, on ne rentre pas, on va enlever ci, on va enlever ça. Et moi, j'étais à côté, mais je n'arrivais pas à suivre. Et après, elle me disait, donc elle tirait le papier, elle jetait à la poubelle. Ça y est, on est dans le budget. Et je disais, elle me demandait, Arlette, t'as tout bien compris? Oui, oui, Jacqueline, j'ai tout pigé, pas de problème. Et en fait, j'attendais fin de journée, qu'elle soit partie. J'allais rechercher les brouillons à la poubelle. Je dépliais les petites bandes pour essayer de comprendre comment elle était arrivée à ce montant-là, quoi. Parce qu'on arrivait toujours à faire rentrer. Hein. On retirait 3 jours de tournage, 2 jours d'électro, de machin, un truc. Et moi, j'étais complètement paumée, quoi. Donc j'attendais le soir pour aller rechercher dans la poubelle pour essayer de piger comment elle est arrivée à ça. Parce que après, il fallait que j'arrive à suivre, évidemment. Mais voilà. Mais je lui dois beaucoup. Elle le sait. Je lui dois toute ma carrière cinéma à la RTB, évidemment. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, un jour, j'étais tellement énervée que je crois que j'ai fait un burn-out. Ça n'existait pas à l'époque. Ça ne s'appelait pas burn-out à l'époque. Mais on a dû m'emmener en clinique parce que je me suis effondrée au bureau. Il y avait trop de tension, trop de friction, trop de trucs. Et j'ai craqué. Maintenant, ça s'appelle burn-out. C'est chic, hein? Oui. Oui, bonjour. J'avais une petite question. En tant que productrice, comment vous avez choisi ces films-là et pourquoi ces films-là en particulier? Parce que j'imagine que vous avez plein de films, on a dû vous proposer plein de films, mais pourquoi ces pépites-là, vous avez décidé de les produire? Attends, je ne sais pas qui, j'ai pas vu Ici. qui mettait. Ici. demande comment vous avez choisi ces films-là et pas d'autres. Quel film? Les films que vous avez produits. Mais je vous ai dit au début, moi j'aimais bien les films sociaux. Ma référence, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ne connaissent même pas Frank Capra avec Monsieur Smith au Sénat, l'extravagant Monsieur Deeds. Ce sont des films populaires et en même temps optimistes à la fin. Mais j'aimais bien, si vous voulez, les films près du peuple, mais avec une fin positive. J'ai jamais aimé le cinéma européen qui est toujours une fin négative, et les films américains, c'est toujours une fin positive. Et ça, je trouve que ça manque un petit peu au cinéma européen. Voilà. Même pour les films difficiles, mais j'ai toujours aimé les films d'auteurs près du peuple. Ça a été mon fonds de commerce, oui. Aïe, aïe. Le micro arrive. Il y a 2 demandes ici et là. Bonjour Jacqueline, c'est Gabrielle. Moi je voudrais rendre hommage à Jacqueline. Il y a... Je suis où là? Oh oui, d'accord, ok. Tu me vois? Il y a 30 ans, cette dame a changé ma vie, je peux le dire, puisque moi j'étais dans la presse écrite, et il y a 30 ans déjà, elle a compris qu'il fallait faire des séries, et elle a lancé un atelier d'écriture en invitant un monsieur comme animateur, il s'appelait Yves Lavandier, il n'avait même pas publié son bouquin,
Donc elle avait du flair, on peut le dire, puisque Yves Lavandier est devenu depuis lors un des papes du scénario en France. Il a publié beaucoup de bouquins. Et ce séminaire, je m'en souviens très très bien, il y avait, moi je ne savais même pas comment on écrivait un scénario de cinéma. Il y avait au moins, elle avait une sorte d'examen, comme ça, il y avait 200 auteurs, réalisateurs qui étaient venus, donc il y avait un vrai univers qui devait se créer. Et puis là, on a lancé ensemble, moi j'ai été sélectionnée avec Jean-Luc Gossens, ça a changé ma vie puisque j'ai commencé avec toi on pourrait dire un feuilleton qui n'a jamais été réalisé, à vrai dire, parce qu'on n'avait pas l'argent. Mais ça a créé ma carrière. Je veux dire, quelques mois plus tard, je travaillais avec Benoît Lamy, puis j'ai été en France, j'ai fait ma carrière en France parce que voilà, la Belgique n'était pas encore tout à fait au point au niveau budget, séries et développement de téléfilms. Bon, c'est arrivé maintenant depuis une dizaine d'années, grâce à la Fédération, entre autres, et à la communion qui s'est passée avec la RTB. Mais voilà, merci, tu as changé ma vie puisque je suis devenue scénariste, cinéma et télévision grâce à toi. Merci. Rien que ça, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci. Il y en a quelques-uns qui pourraient dire la même chose. Merci. Voilà, Chryser Morken, voilà, je voulais parler de Jacqueline parce que c'est une longue histoire d'amitié, c'est une longue histoire de production. Elle a produit mes premiers courts-métrages et puis de longs-métrages. Mais je voulais dire, on pense à des producteurs, on ne pense pas au côté humain des choses. Or, je crois que Jacqueline avait, par-dessus tous les problèmes qu'elle a dû vaincre, un côté très humain. L'expérience que nous avons eue en Italie avec le film Anna Magnani a fait qu'elle était souvent sur place pour discuter avec les producteurs, discuter avec les distributeurs, surtout avec les maisons de production qui n'envoyaient pas les extraits qui étaient commandés depuis longtemps. Bon, à un moment donné, on sombrait dans le désespoir, puisque le montage était en route. La monteuse, Eva Udova, était tout à fait déprimée. Le matériel n'arrivait pas. Moi, j'étais déprimée aussi parce que l'équipe l'équipe de tournage qui était formidable, les Italiens ont travaillé avec leur cœur et leur intelligence, mais Jacqueline arrivait à Rome et elle nous secouait, elle avait les mots qu'il fallait pour qu'il n'y ait plus de déprime, mais rien que de l'espoir. Et on a toujours pu compter sur Jacqueline. Elle allait voir Anna Magnani, le fils d'Anna Magnani, pour lui demander d'intervenir auprès de ces maisons de production qui franchement, n'ont jamais tenu parole. Ils vendaient les extraits, mais jamais ils nous envoyaient le matériel. Donc elle a fait là un travail très humain et plein d'amitié. Et là, ça c'est pour moi une chose inoubliable. Merci Jacqueline. Merci Chris. Mais ce fut un plaisir de faire ça. C'était un peu un film un peu en dehors de ma production habituelle, bien que ça a été ma période de faire des films sur les femmes, avec Simone de Beauvoir, Anna Magnani, encore un troisième, je ne sais plus. Bref, ça a été un plaisir de faire ce film avec toi, mais tu étais très amoureuse d'Anna Magnani. Je dois dire que c'était un plaisir de voir la manière dont tu t'es impliquée dans ce film. Et c'est un des films où il y a eu le plus de prix. Ce film a été couronné à Chicago, en Italie bien sûr, et on a eu du mal aussi avec l'Italie, comme si c'était quelque chose pas normal de faire un film sur Anna Magnani. C'était pas évident non plus, comme d'habitude, voilà. Mais c'était bien. Tu as fait confiance. Oui. Superbe film portrait d'une immense actrice italienne, Anna Magnani. À qui la prochaine question? C'est moi. Bonjour. Avec toute l'expérience que vous avez acquis au fur et à mesure de votre carrière, si vous auriez un conseil à donner à la nouvelle génération qui s'intéresse au cinéma, ce serait lequel? Quel conseil vous avez à donner à la nouvelle génération? Si vous avez envie de réaliser ou de produire ou d'être technicienne ou quoi, et que vous avez vraiment envie de faire ça, faites-le.
Et même toutes les difficultés, si vous lisez le bouquin, vous allez voir les difficultés, c'est tous les jours. Mais tous les jours, il y en avait une. Hein. Arlette pourrait en raconter quelques-unes. Vraiment, il faut y aller. Je ne peux pas expliquer. Mais ça dépend des caractères. Il y en a qui abandonnent vite, il y en a d'autres qui abandonnent pas du tout. Moi, j'ai rarement abandonné. Ça, je dois dire que j'étais, voilà, entendu, une teigneuse. Voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez vraiment envie de faire ça, mais il faut aimer. Il ne faut pas le faire pour faire du cinéma, parce que le cinéma, ça fait bien. C'était pas du tout mon propos. D'ailleurs, quand un film sortait, qu'il sorte mal ou qu'il sorte bien, j'étais là même le lendemain matin pour retravailler sur un autre film, et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Juste une petite question. Plusieurs personnes, et quelles personnes expliquent à quel point elles ont une gratitude par rapport à ce que tu as pu leur transmettre. Est-ce que... Ah ben on se tutoie, comme dans la vie. Est-ce que toi-même, dans ta formation, dans tes débuts, tu as fait des rencontres de gens qui t'ont marqué, ont pu te transmettre des choses qui oui. méritent d'être citées? Ah oui. Je dois dire que pouvoir travailler sur un premier long métrage d'André Delvaux, ça a été un moment très très fort pour moi, où j'étais stagiaire, directrice de production. D'ailleurs, je courais à gauche, je faisais la régie. J'ai bousillé 2 voitures sur le film, d'ailleurs. Pas difficile. Je courais. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait rouler à n'importe quelle vitesse. Hein. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais tous ceux qui étaient les premiers professeurs de l'INSAS étaient formidables. La baronne, Suzanne Baron, le son, c'était bref, André... Bonfanti, bref, tous les professeurs à l'époque, ça je dois dire que Ravard avait trouvé vraiment les bons professeurs, et ça a été un moment extraordinaire, d'autant plus que je n'y connaissais rien, mais j'ai eu la trouille de ma vie à l'INSAS au début. Il y a Delvaux qui dit, à un moment donné, voilà, prenez un papier et un crayon et dites qu'est-ce que vous pensez de l'année dernière à Marienbad. Waouh, 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 waouh. Je commençais le cinéma, je vous l'ai dit, je connaissais à peine Méliès et Lumière, et me demandait ce que j'ai vu dans Marienbad. Alors là, c'était nul. Donc, je n'ai pas pu répondre. Voilà. Ça commençait bien, hein, ma carrière de productrice. Mais à ce moment-là, je voulais être réalisatrice. Mais je me suis rendu compte, c'était l'époque des Antonioni, des Fellini et tous ces gens. Et quand je les voyais leurs films, je me dis, mais tu n'arriveras jamais à réaliser comme ça. Donc, deviens productrice, d'autant plus que tout le monde m'appelait toujours pour organiser ceci, pour organiser cela. Donc, au départ, j'étais un peu formée pour ça. C'est ça que tu voulais savoir? Merci. Oui, nous avons une question au premier rang. Bonjour à tous. Je parle. Elle voulait savoir quels seraient vos conseils à donner pour des nouveaux producteurs ou productrices. Une personne qui veut développer cette carrière. D'abord, de bien connaître le cinéma. Ça, c'est une première chose. Aller beaucoup à la cinémathèque. Même 3 séances par jour. Mais ici, au fond, le Palace fait un beau travail aussi au niveau du cinéma en général. Aujourd'hui, c'est le cinéma belge, mais d'habitude, il y a aussi pour d'autres cinémas. Mais qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Je n'en sais strictement rien. C'est la personnalité de chacun. Si vous aimez vraiment le cinéma, si vous aimez diriger une équipe, si vous aimez les gens, faites-le. Mais je ne peux pas
qu'est-ce que vous voulez que je vous donne un conseil d'être productrice? Connaissez bien votre matière, connaissez bien, mais bon, je ne connaissais pas bien, je ne maîtrisais pas le son et je ne maîtrisais pas l'image, je maîtrisais bien tout le reste. J'ai fait mon écolage sur les Galapias. Il y a quelques-uns d'entre vous qui connaissent peut-être encore les Galapias. C'était un premier téléfilm des années 60, je ne sais plus. Enfin, j'étais technicienne là-dessus. Je connaissais vraiment script, tout ça, je connaissais bien, tout ce qui était littéraire. Mais technique, pas tout à fait. Donc, je devais faire confiance mais je crois que j'ai parfois bien choisi les techniciens avec qui je travaillais. Et un exemple extraordinaire que vous avez dans la salle, là, c'est Suzanne Rose-Paul. Qu'est-ce qu'elle a monté comme film belge? Je crois que c'est la monteuse la plus riche du cinéma belge. Quand je dis riche, au niveau de film, hein. Merci beaucoup, Jacqueline. Ce que je voulais dire, c'est que toi, tu m'as aussi beaucoup poussée, hein, parce que j'étais script sur Home Sweet Home et assistante monteuse sur les montages images. Et puis tu as dit, pourquoi tu ne montes pas le son, hein? Et j'avais monté du son de court-métrage, mais je n'avais jamais monté de son de long-métrage. Et tu m'as poussée, tu m'as proposé et j'ai accepté. Donc, toi aussi, je te dois beaucoup dans ma carrière. Grâce à toi, j'ai commencé, en fait. Merci beaucoup. Encore une. Ah ben voilà. Tu vois, je ne me souvenais plus. Hein. Mais il y a eu beaucoup de premières, hein, dans tous les domaines. Et c'est ça qui est merveilleux. Ce que je voulais apporter peut-être un petit complément de réponse à la question de Madame pour les nouveaux producteurs, en fonction de ce qui m'a frappé dans votre univers et votre manière de fonctionner. Avec Micheline, en vous découvrant, en approfondissant tout votre parcours, à un moment, on n'arrêtait pas de se dire, mais qu'est-ce qu'elle est créative, qu'est-ce qu'elle est finaude comme productrice aussi. Et donc, il y avait à la fois cette manière frontale, fonceuse d'aborder les choses, mais il y avait aussi un certain art, disons, du détournement. Parce que quand on voit dans votre tout premier film, le premier long métrage que vous avez produit... Ras-le-bol. Ras-le-bol. Ça commençait bien. Hein, voilà, Ras-le-bol. Mais Ras-le-bol, c'était quand même assez ambitieux comme premier long métrage de Michel Haussmann. Oui, c'est ça. Et il y avait quand même des grandes manœuvres militaires. Bon, à l'époque, il fallait un budget pour ces grandes manœuvres militaires. Bon, il y avait cette madame ici qui était productrice, c'était le premier film, le premier long métrage. Et je me souviens quand vous avez raconté que, voilà, il fallait des chars. OK, qu'est-ce qu'on fait? Il y en avait impossible d'en trouver en Belgique, donc vous êtes allé jusqu'en Allemagne, dans un dépôt, vous avez été rencontrer des généraux allemands pour aller les persuader de vous prêter un char. Absolument. Il fallait le ramener en Belgique. Comment, hein? Et donc, il s'est dit, ah, mais il y a une ligne ferroviaire qui arrive pas loin du lieu de tournage. Eh ben, on va le faire passer en machine agricole. Et donc, ce char est arrivé sous le statut de machine agricole, près du lieu de tournage. Mais il en fallait 3 des chars. Hein? C'était des grandes manœuvres. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben, on va le maquiller, hein, comme les acteurs. Il va jouer plusieurs rôles à la fois. Et donc, pour chaque prise, vous changiez le nom du char, vous changiez un peu sa déco, etc., pour donner cette impression de grandes manœuvres et de quantité de matériel militaire. Bon, je raconte ça parce que c'est aussi... Bon, à la fois, vous étiez persuadé que rien n'était impossible, entre guillemets, qu'il fallait créer cette industrie du cinéma belge, mais vous étiez quand même une porte fermée, ça existait très peu pour vous, en fait. Vous étiez quand même très créative pour trouver la serrure. Et très attentive, il faut dire. Un petit exemple d'attention, c'est que sur le maître de musique, on avait un tout petit problème de faire passer le temps. Et tout à coup, cet hiver-là, il y avait de la neige, énormément de neige. Je ne sais plus quelle année. Hein. Et tout à coup, je me réveille, je dis, monte d'une pipe.
je téléphone à Gérard et je dis, Gérard, prends le caméraman et va faire des plans de neige au château. D'ailleurs, si vous voyez le film, le négatif est différent parce que c'était pas la même caméra. Et des trucs comme ça, j'en ai plein la tête, d'être attentif. J'étais en plein dans mes films, je veux dire. J'étais, comme il disait, interventionniste. Eh ben oui, à ce niveau-là, je l'étais d'une façon assez importante. Voilà. Et tout ça bien avant que le tournage du film n'ait commencé. Oh, oui, voilà. Oh, oui, c'était l'hiver. Donc il y avait de la neige, il fallait réagir. Et tu dis, on a un problème de temps. Ça va être formidable, on va passer ça. Et d'ailleurs, ce sont des belles images au milieu du film. Voilà. À qui la parole? Une petite question aussi. On a mis en avant à quel point vous avez changé l'image du cinéma belge. Le cinéma belge était un petit peu mal considéré sur le plan international, mais aussi par les Belges eux-mêmes. Qu'est-ce qui a fait que l'image a complètement changé? Je crois que le cinéma belge actuellement est réputé, notamment en France, et respecté. Est-ce que ça s'est fait très rapidement grâce au succès de quelques films d'Elvaux ou de Benoît Lamy ou d'autres, ou est-ce que ça a été une longue gestation? Voilà, c'était un petit peu la question. Et d'autre part, comme on va passer Home Sweet Home ce soir, si vous aviez une ou deux anecdotes du tournage, je crois que ce serait sympathique aussi. Merci. Est-ce que la reconnaissance du cinéma belge... Excusez-moi, mais j'ai oublié de prendre mes oreilles aujourd'hui. Voilà. Est-ce que cette reconnaissance graduelle a été liée à l'un ou l'autre film, ou bien est-ce que ça s'est fait vraiment très, très progressivement? C'est ce que demande monsieur. Votre sentiment là-dessus? Ça s'est fait, je crois, très, très progressivement. Non, je ne sais, je ne pourrais pas dire ça. À un moment donné, ça a été plutôt exponentiel, à un moment donné. Ça a déclenché, surtout avec Toto à Cannes. C'est arrivé près de chez vous. Ça a été un succès à Cannes extraordinaire. Donc 2-3 films comme ça qui sont sortis du lot à une époque où on ne connaissait pas du tout le cinéma belge. Ça a aidé aussi à l'éclosion de réalisateurs et de producteurs en Belgique. Ça, c'est pour la Merci pour ta question. Ça, c'est pour la partie des années 90. Mais dans les années 70, il y a quand même eu ce gros boom de Home Sweet Home, dont Luc Honoré, au sujet duquel Luc Honoré, le chroniqueur cinéma du soir, écrivait que voilà, il y avait une pierre blanche du cinéma belge qui était posée et que le cinéma belge devenait enfin populaire. Donc il y a eu quand même un gros impact de ce film, de ce premier film de Benoît Lamy, qui par la suite, qui a fait énormément de festivals un peu partout, Beyrouth, Moscou, mais qui était sélectionné par l'Union de la critique comme film d'honneur, alors que d'habitude c'était quand même souvent des films étrangers, c'était pas des films belges qui étaient projetés au gala même de l'Union de la presse. Et puis il est passé énormément en télévision. Énormément. Il est rentré dans l'imaginaire populaire à l'époque. Et il a très bien marché en France. Il a eu une quinzaine de prix, à une époque où ce n'était pas évident. Moi, j'avais envie de rebondir justement par rapport à ça. Ce film a eu du succès en affichant des choses qu'on peut relier un peu à la belgitude quand même. Un humour irrévérencieux, anti-autorité, une autodérision, tout ça était là et ça m'invite à pousser plus loin. Les films dont on parlait, Toto, c'est arrivé près de chez vous, d'autres films belges qui ont eu du succès, qui ont eu de la reconnaissance en festival, étaient des films qui se portaient comme films belges, c'est-à-dire que soit dans la veine sociale, qui est une veine profonde dans notre cinéma du côté des Dardennes, soit dans un réalisme poétique avec Jacot, soit dans un humour vachard et encore une fois irrévérencieux avec cette arrivée. Et donc, c'est intéressant de voir une cinématographie qui obtient du succès, non pas en se coulant dans un espèce de modèle européen qui était une invitation. Gaumont ne faisait pratiquement que ça, des coproductions entre plusieurs pays qui faisaient des films sans
sans origine d'une certaine façon. C'est en s'assumant belge que finalement ce succès est arrivé. Ça j'y tenais. Hein. Je n'ai pas du tout à faire du melting pot. Hein. Ça, c'était pas mon genre. Hein. Ça, non. Mais ça m'a fait plaisir de vous papoter comme ça. Mais je vous répète, hein, vous êtes meilleure productrice que oratrice. Hein. Une question plutôt humaine. On entend énormément de choses très désagréables sur les tournages actuellement, en France, mais aussi aux États-Unis, ailleurs. Dans les années 70 et 80, le cinéma belge a essayé d'ouvrir, d'enfoncer des portes, de prôner plus de liberté. Il y avait des sujets transgressifs. Est-ce que vous avez l'impression, comme productrice, d'avoir dû prendre des précautions ou respecter certains principes pour que les choses se passent bien? J'ai dû prendre des précautions. Oui. Est-ce qu'il y avait de l'autocensure par rapport au contexte ambiant, par rapport à des contraintes? C'est ça que vous demandez? Mais je dois dire que... Pour que les films puissent sortir, est-ce qu'il y avait des... C'est-à-dire que j'étais pas... j'avais du mal à les sortir parce que personne... C'est pas exactement connu. ma question. Je parle de ce qui s'est passé récemment sur les tournages et les scandales dont on a entendu parler dans le cinéma français, américain, etc. Est-ce que, comme productrice, vous avez suivi certains principes pour que tout le monde soit respecté sur les plateaux? Par rapport à tout le mouvement MeToo et les dénonciations d'abus, etc., et de harcèlement, est-ce que vous aviez je m'en à souviens. l'époque... Ça, non. Et à telle enseigne aussi que si vous... comment s'appelle ce film de Gève Du sel sur la peau? Non. Ça j'ai pas produit celui-là. Enfin bref, j'ai produit son... Du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Ce film-là, je ne pourrais plus le produire maintenant. Parce que, si vous voulez, c'est un jeune homme qui est mineur et qui tombe amoureux de son professeur et qui arrive à faire l'amour avec son professeur. C'est un film que je me souviens que j'étais, il n'y a pas longtemps, voulait le passer, avant qu'il meure, il voulait le passer à la télé. J'ai dit, tu ne peux plus passer ça maintenant. Maintenant, on ne pourrait plus faire un film comme ça, alors qu'on le faisait à l'époque encore, dans ce sens de moral, si je puis dire. Mais moi, je n'ai jamais eu de ce côté-là. On est trop petits pour ça. On n'est pas des gros producteurs et des gros réalisateurs. Hein. Voilà. Je ne suis pas Weinstein. Hein. Alors, mais il y a Michel Maudour. Il y a quelque chose que je voulais dire, Jacqueline, parce que quand même, pour moi, c'est très important. Et c'est un truc... Tu m'entends ou non? En fait, quand on était à l'INSAS, je me souviens d'un tournage où tu étais étudiante, et moi aussi, et il y avait un plan que j'ai tourné, et tu as vu à ma tête que je n'étais pas tout à fait content. Et tu m'as dit, Michel, si tu n'es pas content, tu le dis maintenant, et on refait le plan tout de suite. Parce que après, on va enlever le décor, et il faudra remonter le décor. Donc, on le refait tout de suite. Et c'est une remarque que j'ai toujours gardée dans ma tête et que je trouve très, très importante, et que quand je rencontre des jeunes et des jeunes opérateurs, je leur dis aussi, si vous n'êtes pas content du plan maintenant, on peut le refaire, mais on le refait tout de suite. Et on ne va pas attendre la vision des rushs dans un jour ou dans 2 jours pour le refaire. Donc, merci Jacqueline, parce que c'est un truc que j'ai gardé toute ma vie et que je recite encore régulièrement. Alors, encore merci, parce que finalement, c'est grâce à toi que j'ai pu faire et Home Sweet Home, notamment, et pas Jean Brunardenne. Ça, tu ne l'as pas fait, si je me souviens bien. Non. Dommage. Et La cage aux ours, enfin, voilà. Dommage pour le film de Benoît, le deuxième. J'ai oublié, Jean Brunardenne. Voilà. Pourquoi tu n'as pas accepté ce film, en fait? Tu peux répondre maintenant ou ça t'ennuie? Jean Brunardenne? Oui. Pourquoi je n'ai pas fait?
Oui. Je ne sais plus. Je sais bien qu'il y a eu un petit problème. Je crois que c'était au moment où j'ai eu une occupation de locaux avec le syndicat, avec le 7K qui voulait s'imposer. Et tout le cinéma belge était contre moi, avec Hutchinson qui a dit mais tu étais la plus vulnérable, donc on t'a attaqué. J'ai eu une occupation de locaux par les techniciens à un moment donné, alors, en disant que je ne payais pas mon personnel, enfin que j'étais une mauvaise productrice. Et à cette époque-là, le ministère m'a lâché aussi. Enfin, ça a été une période ça doit être à ce moment-là. Ce qui était absolument faux d'ailleurs. Oui, bien sûr. Parce que toute votre équipe a témoigné comme quoi ils avaient des contrats permanents, etc. Ce qui était aussi assez pionnier. Oui, j'avais quand même à l'époque, c'était très rare, j'avais 6 personnes au contrat indéterminé. Donc il fallait, à la fin du mois, il fallait s'arranger pour qu'eux soient payés, même si toi, tu n'es pas payé. Et pour être payé, je dois dire que pendant ma période de productrice, j'ai eu la chance d'avoir Paul Damblon, je dois quand même en parler, parce qu'il a créé une association qui s'appelait ADS, Association pour la diffusion des sciences, et il m'a demandé d'être délégué de production, et je l'ai aidé à chercher de nouveau du financement, et ça, j'étais payée. Donc j'étais payée, mais de toute façon, j'étais retournée chez ma mère, et je n'avais pas trop de problèmes financiers pour vivre. Mais ce n'est pas les longs métrages qui m'ont permis de vivre, c'est plutôt mes courts métrages et l'ADS de Damblon. C'est ça. Mais comme vous dites, c'était une période extrêmement difficile pour vous et où il y avait ce syndicat montant qui devait avoir une certaine visibilité. Vous en avez fait les frais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, si je me souviens bien, vous n'étiez pas en odeur de sainteté, ni auprès de la commission, ni auprès du ministère. Et donc, vous vous êtes dit à un moment, mais sans moi, ils y arriveront mieux. Et vous vous êtes volontairement retiré de la production parce que vous sentiez qu'il y avait beaucoup de réticences qui étaient liées. J'avais plus du tout de soutien, de rien du tout. Et tout ça, c'est à cause de Graffé, qui avait mis sa main où il ne fallait pas un jeune comédien au Festival de Cannes, sur la cage aux ours, et qu'on a dit c'était toi la productrice, tu étais responsable. Enfin bref, ça a été une catastrophe. Ce grand ministre-là, bref, j'ai dit. Si je peux me permettre, c'est ici. Si je peux me permettre, pour Jambon d'Ardenne, en fait, j'étais là. Jacqueline, je suis ici au premier rang. Voilà. Oh, pardon, voilà. Je ne savais plus qui parlait. En fait, j'étais autour à l'époque. En fait, Benoît Lamy avait décidé de créer sa propre maison de production. Donc, c'est lui qui a produit Jambon d'Ardenne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne vous l'avait pas produit, je crois. C'est parce qu'il a décidé de le produire lui-même. Voilà. C'est possible. Voilà. Merci. Je ne me souvenais plus pourquoi. Y a-t-il encore des questions? Elles sont toujours les bienvenues. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire un livre, un roman, de flasher sur une lecture et de vous dire ça c'est quelque chose à faire? Donc dans le sens inverse, de trouver, d'avoir un intérêt pour un livre que vous voulez adapter par exemple et de chercher alors un réalisateur. Est-ce qu'à la place de réagir par rapport à des scénarios qui vous étaient soumis, est-ce qu'il vous est arrivé dans l'autre sens de lire par exemple un livre, de vous dire ça fera un bon scénario, et puis de vous-même aller chercher un réalisateur pour monter le film? Non, je suis toujours partie d'un réalisateur ou d'un scénariste belge. Je n'ai jamais dû lire un bouquin. Je ne m'en souviens pas, en tout cas. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, je dois encore dire quelque chose. Non, c'est parce qu'à l'époque, c'était les réalisateurs qui écrivaient les scénarios. Hein. Les métiers de scénariste en Belgique n'existaient pas tellement, c'est-à-dire ils n'étaient pas tellement séparés des réalisateurs. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'on ne te proposait pas beaucoup de scénarios sans réalisateur, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si actuellement on fait encore ça. Enfin, je ne pense pas. Je pense que
on cherche toujours un réalisateur, même si on va chercher un producteur, qu'on écrit le scénario et qu'on cherche quelqu'un pour réaliser, pour aller voir le producteur. Enfin, j'ai l'impression. Voilà. Je crois que ce n'est pas la mode, enfin, ce n'est pas l'usage en Belgique d'écrire des scénarios et de les présenter aux producteurs sans les réalisateurs. C'est pas l'usage en Belgique d'arriver avec un scénario sans réalisateur. Sans les réalisateurs qui portent le scénario. Nous avons encore le temps pour une ou deux questions. Je ne sais. Arlette, il y a quelqu'un. Arlette. Je ne vais pas poser une question, mais je vais peut-être éclairer sur le métier. Je pense qu'à l'époque, en fait, les seuls qui... Tu peux essayer de bien mettre le micro et de parler bien fort. Je pense qu'en fait, les seuls qui maîtrisaient et à la fois l'artistique et le financier étaient les producteurs. Parce que il y avait, comme tu dis, pas de formation de scénariste. Et en fait, quand on était producteur, il fallait savoir lire les scénarios et savoir comment techniquement on pouvait les faire. Et il fallait en même temps avoir un grand esprit financier et de pouvoir financer le film. Donc je pense que... Et c'était ça la qualité de Jacqueline, en fait. Elle était bonne en tout. Elle savait lire un scénario, elle savait comment le monter financièrement, comment faire un budget. Voilà. Je dirais que son seul petit défaut était peut-être qu'elle était assez intransigeante, et que donc parfois elle y allait à fond. Alors après, il fallait un peu ramasser les morceaux. Mais non, c'est pas vraiment ça qu'elle a voulu dire. Elle a plutôt voulu dire qu'il y avait encore un peu de travail, etc. Donc, il m'arrivait parfois de courir dans le couloir à la RTB derrière des réalisateurs qui partaient fâchés en disant « Mais avec quoi elle vient ?» Mais non, c'est pas vraiment ça qu'elle a voulu dire. Je me souviens pas de tout ça, tu sais. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai lu des scénarios. À ce moment-là, je me suis payé un jacuzzi dans mon bain et je prenais un jacuzzi et je lisais des scénarios le soir. Je me souviens que pour La Promesse, il m'avait donné ça le vendredi et je l'ai lu. Et le lundi, je leur ai téléphoné en disant « Vous m'avez demandé autant, je vous donne un petit peu plus parce que ça, ce scénario, c'est exactement ce que j'aime et que vous allez le maîtriser. » Ça a été ma première grosse... Non, c'est parce que j'avais déjà coproduit les précédents, où j'avais eu des difficultés d'ailleurs avec les frères Dardenne. Mais ça a été pour moi un très, très, très beau choc de lire le scénario, La Promesse des frères Dardenne. Ça, j'ai eu beaucoup de plaisir dans mon bain. Voilà. Quand vous dites un petit peu plus, c'était pas 1 million de francs belges? Non, que j'ai donné en plus. En plus? En plus, oui. Ouais. Il m'avait demandé une somme, parce que je savais que le budget qu'ils avaient rentré n'était pas suffisant, et je savais qu'avec 1 million de plus, et ça j'ai donné souvent un petit million de plus. Je me souviens qu'un film avec Charlie Van Damme, pour son film, où il y a le violoniste, je ne sais plus. Là aussi, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tu vas à Cannes, je vais te donner un petit peu plus de sous parce que Cannes, ça coûte cher. Ça m'arrivait encore quand mon budget me le permettait. Oui, parce que vous aviez vécu ces expériences d'aller avec un film à Cannes. Et oui. Donc, quand vous saviez en estimer le prix aussi, le coût, et vous saviez aussi vous projeter dans l'importance que ça représentait pour un film, un réalisateur, de se retrouver là-bas. Mais maintenant, merci madame, on aide beaucoup à Cannes. Dans les festivals maintenant. Beaucoup plus que... Mais, merci. Une dernière question peut-être? Sur le tournage de Home Sweet Home, il y a une anecdote. Comment était l'ambiance sur le plateau? Comment était l'ambiance sur le plateau de Home Sweet Home? Avec combien de figurants, ses acteurs C'était assez amusant. Et qu'est-ce qu'ils ont volé des bouteilles de vin, les vieux machins, là. Je dis les vieux machins, ils étaient plus jeunes que moi maintenant. Mais on avait toujours peur qu'il y en ait un qui craque. Mais ils ont été formidables. C'était une très, très belle atmosphère.
La personne qui sert, c'était ma femme de ménage. Dans la foule, lorsque l'immeuble brûle, j'ai toute ma famille. Là, on faisait avec tout ce qu'on pouvait pour ne pas payer les gens, quoi. Voilà. Donc, l'atmosphère de Home Sweet Home a été... bien que Benoît a toujours été très hésitant quand il choisissait, il fallait toujours bien attendre. Il était très hésitant de prendre une décision. Benoît a toujours été comme ça, mais quand on le sait, on fait avec, quoi. Et vous n'aviez pas d'assurance non plus pour cette bande de joyeux rebelles seniors? Aucune assurance pour ça. Aucune. D'ailleurs, j'ai eu un couac avec une assurance sur Blanval, je me souviens. La directrice était une actrice française, et le jour du tournage, ou son médecin, ou je ne sais pas, me téléphone en disant elle ne pourra pas venir, elle est souffrante. Et on a trouvé une autre comédienne, je ne sais plus qui. Suzanne Valberg. Comment? C'est Valberg qui a repris le rôle. Oui. Mais la comédienne, c'est Sylvie Joly. Sylvie Joly qui je vais jouer. Et le jour même du tournage, heureusement, c'était la foule. Donc on s'est réunis et Nicole Valberg a accepté de reprendre le rôle. Mais on a eu des tuiles comme ça. Et alors, oui, à propos d'assurance, je dis, mais ce n'est pas un problème. Je me dis, j'ai l'assurance. Elle avait refusé, mais on ne me l'avait pas dit. Elle n'avait pas pris l'assurance. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça. Des anecdotes comme celle-là. Oh, et, j'en ai des tonnes. Et il y en a plein dans le bouquin. Évidemment. Y avait-il une toute dernière demande pour une question? Ah ben voilà, mademoiselle. Alors voilà, j'ai une dernière question pour vous. Comme vous avez évolué dans un milieu majoritairement masculin, en tant que femme, comment faisiez-vous pour faire entendre votre voix et quels étaient vos principaux défis à relever à ce niveau-là? C'est où ça? Parce que je ne vois pas la personne. Ah, d'accord. Parce que j'entends bien en plus. Je ne me souviens plus. Hein. De toute façon, je ne me souviens plus si c'était difficile. Tout était difficile. Alors vous dire que d'être femme en plus, c'était probablement encore plus difficile. Ce que je sais, c'est que pour Home Sweet Home, Benoît m'a dit, quand il m'a présenté le scénario où j'ai marché tout de suite, « Oh Jacqueline, pourtant tu es la 7e à qui je le présente. J'ai présenté à tous les hommes, ils n'ont pas voulu. » Ah ben j'ai dit, ils ont bien fait de ne pas le prendre. Voilà, moi j'ai pris. Voilà. Il n'y avait pas une grande confiance non plus dans le fait qu'une femme puisse être experte et performante dans le domaine financier. En plus, oui, ça. Ça, vous l'avez raconté. Donc, c'était plutôt une prérogative d'hommes qui s'estimaient plus compétents que les femmes dans ce domaine-là, à l'époque. Mais comme dit Arlette, je me débrouillais bien, quoi. Vous avez connu quand même des gros points sur la table pour vous couper la parole. Ça, c'est avec les syndicats. Ça, à un moment donné, j'étais avec, justement, au moment où, qui était légitime, hein, je reconnais l'attitude des techniciens de vouloir avoir le contrat d'emploi, mais l'occupation de l'OSCO, pour ça, je trouvais ça un peu fort. Donc, je me suis inscrite à l'Union des producteurs pour être face aux syndicats, pour expliquer que ce n'était pas facile en même temps d'augmenter les prix. Et alors, il y a un technicien qui a fait « Bah, madame, taisez-vous !» Alors, un gros machin comme ça. À ce moment-là, les syndicats, je ne les aimais pas du tout. À propos de syndicats, lorsque je suis rentrée à la RTBF, il y a eu un tollé. Madame Pierreux qui rentre à la RTBF après avoir fait beaucoup d'argent dans le cinéma. Et elle vient prendre le pain à la télévision. Et il faisait une pétition pour que je ne sois pas acceptée. Et il y a un technicien, André Brugmans, je dis bien son nom, André, qui me téléphone et qui dit « Jacqueline, fais gaffe,
le syndicat va se mobiliser pour te mettre dehors. Et je dis, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu te syndiques, ce que j'ai fait. Merci beaucoup, Jacqueline, pour toutes ces confidences. Merci énormément pour vos témoignages et vos questions. Merci Louis. Merci Claire. Ça m'a fait plaisir Ça m'a fait plaisir de revoir, pas toujours parce que vous êtes dans l'ombre là avec une lumière de spot là, mais ça m'a fait un grand, grand plaisir. Et merci madame de cette matinée. Et si vous avez le courage, même pas le courage, si vous avez envie, allez voir Home Sweet Home. Même maintenant, il est toujours d'actualité, il est très drôle, très amusant et il ne vieillit pas. Les vieilles personnes ne vieillissent plus, elles sont vieilles. Donc,